Salut Thomas. Bonjour Grégory, Toi, tu es, en Argentine là? je suis à Buenos Aires, oui. À Buenos Aires. Et tu es où là? Tu es dans l'agence ou dans un café? Non, l'agence est fermée depuis le 13 mars. Euh, Entre-temps, on a déménagé d'agence et ils sont en train de faire des travaux et on devrait pouvoir y re-rentrer au mois de mars de cette année. Mais avec des restrictions dues au Covid, où il y aura un turnover, pas plus de 6 personnes dans l'agence. Ah oui, c'est une petite agence. Non, aujourd'hui, on est 45, je crois, mais avec les restrictions, en fait, tu auras 7 Faire des personnes réunions par quoi, jour, pour une, faire des une journée par semaine, quoi, grosso modo. ouais, et puis en gros, tu vas faire une réunion quoi, parce que, Exactement, ouais. avec les contrats. Alors du coup, pour le contexte, toi, tu travailles chez Guts à Buenos Aires. Exactement. Gut, il n'y a pas de Gut, S. il y a pas de S, pardon. Gut, Heu, gut, 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 gut. gut, gut, qui veut dire intestin, Exactement, qui veut trip, trip, intestin. intestin en anglais. Hem, du coup, toi, comment tu en arrives, à faire une réunion, en Argentine, c'est quoi ton parcours? C'est un peu Comment tu en long. arrives là? Pour faire rapide, j'ai travaillé, moi, 12 ans. J'ai fait beaucoup de stages quand j'ai commencé la pub. J'avais commencé chez J. Walter Thompson avec Xavier Borgard et Vincent Pedrotti. J'avais fait BETC avec Rémi Tricot et Olivier Courageux. J'avais fait TBWA avec Tarou Leroux. Et j'étais arrivé chez Publicis comme assistant directeur artistique de Patrice Lucet et Charles Guillemant. J'ai fait 12 ans chez Publicis. Et j'étais un peu fatigué par la pub à Paris. J'avais obtenu une rupture conventionnée. Et au bout de 6 mois de freelance où je faisais un peu du consulting en publicité pour des petites boîtes, pour des amis, des choses comme ça, j'ai un copain qui m'a dit bah, pourquoi tu n'essaierais pas de travailler à l'étranger, tu as le contact facile, tu aimes bien parler en anglais. Et je me suis mis, donc c'était quoi? C'était au mois d'octobre 2018, à prendre des billets d'avion, à voyager un peu à travers le monde et essayer de trouver une boîte, un pays qui m'inspire ou qui me donne envie, tu vois, d'aller m'installer, quoi. Donc j'avais fait Italie, Chine, Amsterdam, Buenos Aires. J'étais sur le point d'aller au Mexique et j'ai reçu une proposition de Diego Medvedoki, qui est le ECD sur toute la région LATA, donc c'est toute la partie sud-américaine de Grey. Et donc j'ai commencé le 24 janvier 2019. Juste avant la pandémie. Non, 2019, 2018, pardon. un an avant la Non, avant, ouais, c'est ça, un an avant 2019. la pandémie. 2019, ouais. D'accord. Exactement, ouais. Ça lague un Et petit peu j'ai parce que fait. j'imagine que tu as un Wi-Fi qui est pas énorme. Du coup, ça je dis ça pour les gens qui regardent, c'est pas votre connexion qui ira, c'est la sienne un petit peu. Heu, du coup, juste Pardon, je reviens un tout petit peu avant. Toi, tu c'est as fait du coup, l'Argentine. tu as fait une école, de pub, de créa, une école d'art, un truc, Alors, moi, j'ai fait une école d'art. Moi, une prépa, j'ai fait une prépa aux grandes écoles d'art qui est à l'Académie Charpentier. Je voulais obtenir idéalement Estienne et je n'avais pas été retenu. Donc, j'ai continué au sein de Charpentier parce que quand tu fais une prépa d'art, en fait, tu as plusieurs cursus. Soit tu vas dans les écoles publiques, donc Étienne, Dupéré, Boulle, soit tu intègres les écoles de communication visuelle type Penningen, Académie Charpentier. J'ai fait un cursus de 3 ans chez eux. J'ai obtenu un bachelor et après, j'ai fait une école de pub, donc un peu plus spécialisée sur la publicité qui s'appelle le Sub de Pub, où j'ai eu un diplôme un d'accord. bachelor de publicité. Et après, j'ai fait un master de stratégie des marques. Ça faisait plaisir aux parents. Et j'ai terminé mon cursus en master 2 à Stockholm en apprenant l'anglais et la rhétorique. Donc, Ah oui, donc assez c'est complet quoi, comme assez cursus. précis. Et du coup, tu en arrives, après les 12 ans de Publicis à parler, couramment anglais? Quand tu te dis, «Je vais aller voir à l'étranger, tu as le contact facile», c'est tu parles couramment anglais En sans être bilingue ou ta mère est anglaise, par exemple? Non, 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 je parle couramment anglais sans être bilingue. Donc, comme je te disais, là, j'ai fait mes Parce études en que Suède, c'est donc ça voilà. m'a permis d'améliorer mon niveau d'anglais. Et en fait, dans mon cursus chez Publicis, j'ai fait 4 ans assistant directeur artistique.
pour Guillemant et Lucet, qui sont une team senior. Et progressivement, je suis devenu directeur artistique solo. Donc, je travaillais avec différents copywriters. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Martin Rocabois, Antoine Gauquelin, Sandra Macmillan. Et au bout d'un moment, il y a Fred Royer il y avait Guillaume Sabag qui était un planeur digital stratégique, qui était un peu un profil un peu agile, on va dire. Et on s'est mis en team et on est devenu très rapidement une team internationale sur Renault et Orange. D'accord, donc même chez Publicis, tu bossais déjà un peu en anglais. Ouais, les 2-3 dernières années, on travaillait quasiment la moitié du temps en anglais avec Guillaume. Okay. Donc après, tu prends des billets d'avion, tu dis j'ai visité des pays et en visitant ces pays, je vais aller faire toc-toc aux agences de pub. Exactement, ouais, exactement. Ouais, j'avais mon frère qui vit à Shanghai, donc c'était l'occasion d'aller lui rendre visite. J'avais rencontré Adrien Gory qui est chez Fred et Farid, qui est un Français. À Shanghai. Ouais, Fen Wang aussi, que j'avais rencontré. C'était assez amusant d'ailleurs d'aller les voir. J'avais fait Wieden et Kennedy, Ogilvy. Et quand je suis allé à Amsterdam, pareil, j'ai essayé de faire marcher un peu le réseau français. Le réseau français, j'avais rencontré Gilles Suprin chez Anomaly, qui était super sympa. J'avais rencontré des gens chez Wieden et Kennedy. Comment il s'appelle Sébastien et Edouard. Sébastien, j'avais rencontré, qui est maintenant chez Buzzman. Il est retourné chez Buzzman. Et j'avais rencontré aussi Thierry Albert. Et Thierry Albert qui est encore chez Wieden. Ouais. Okay. Et du coup, Amsterdam, c'est un peu l'une des villes un peu numéro 1 ou numéro 2 avec Londres vers lesquelles les Français se tournent parce que c'est le plus proche, international et avec une certaine réputation. Mais après, tu t'envoles pour l'Amérique du Sud. C'était aussi une envie de voyager ou tu avais une idée précise d'agence? Non, j'avais pas vraiment une idée précise. Je crois que j'avais toujours été assez attiré par la publicité argentine, de par le travail international qu'ils font. Et j'ai toujours trouvé ça assez amusant, leur manière de concevoir de la publicité. Et en fait, quand j'ai rencontré Diego Medvedoki, qui est assez dur à dire, je sais pas, le courant est hyper bien passé. Le mec était hyper enthousiaste d'avoir un Français. Il trouvait ça hyper couillu d'avoir un mec qui vienne travailler dans un pays qui est assez instable économiquement. Et j'ai trouvé que le défi était assez stimulant. Okay. Du coup, tu te trouves à bosser chez Grey Buenos Aires. Tu le fais pendant 1 an? Je le fais, non, à court en réalité. Je le fais pendant 6 mois jusqu'après Cannes, en fait, 2019. Ouais. Ils perdent des clients et ils me disent, parce que moi j'avais un profil un peu atypique, je n'étais pas en team. Donc j'étais créatif senior. Mais mon boulot, c'était surtout d'essayer de trouver des idées proactives pour chaque marque, des idées qui soient soit liées au brief qui était en cours, soit complètement disruptives, en mode trouver des idées pour gagner du business. Un peu le créatif appris, quoi. Enfin, exactement, ouais, exactement. Donc, je les aidais pas mal à faire aussi tout ce qui était case study. J'ai pas mal travaillé pour Flybondi quand j'étais chez eux, pour les aider à écrire les cases pour Cannes. Et après Cannes, super année pour l'agence, mais on perd des budgets. Et là, ils me disent, on ne peut pas rester dans le même profil de créatif volant. Il faut que tu redeviennes directeur artistique senior. Attribuer un budget. Attribuer un budget et surtout faire vraiment du graphisme, quoi. Parce qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup moins de moyens. Donc, tu ne peux pas faire appel tout le temps à des graphistes externes. Donc, en fait, les DA sont des graphistes. Mais donc, ce qui se fait un peu en France aussi. On fait rarement beaucoup. J'ai l'impression un peu moins quand même, quoi. On a des studios de post-prod, on a des studios qui t'accompagnent un peu pour toute la partie réalisation des visuels. Là, tu dois tout faire toi-même quand même. Okay. Et je pèse le pour et le contre et je me dis non, c'est pas forcément ce que je suis venu chercher. Donc, je me remets à chercher un nouveau boulot. Et là, j'ai la chance que je recroise Joaquin Cubria et Ignacio Fergioli, qui à l'époque étaient encore chez David, Buenos Aires. Et pourquoi qui me tu disent… recroises? Tu les avais déjà vus avant?
Quand je suis venu au mois de septembre faire des entretiens, j'avais rencontré partie des ceux que tu avais rencontrés pour montrer ton Ouais, j'avais rencontré tout le monde en fait, plus ou moins. J'étais resté un mois à Buenos Aires. J'en avais profité pour visiter un peu l'Argentine et faire des entretiens, 3 ou 4 entretiens par semaine. Okay. Les mecs me disent on est sur le point de partir de David, le répète pas, mais si dans un mois tu attends, on te met à l'essai dans une nouvelle structure qu'on est en train de monter avec Gaston Biggio et Anselmo Ramos. Je trouve que le défi est assez motivant. J'attends un mois et je commence début août 2019 avec un statut de freelance chez Gut. Et ça a duré pendant 6 mois jusqu'à fin 2019. Et début 2020, il m'intègre au sein de l'agence comme créatif senior avec un contrat local par contre. Et sous-entendu, pas en contrat d'expat et du coup pas les mêmes rémunérations? Non, non, non. Vraiment avec un contrat local, donc avec avec un salaire local, quoi. Donc, moins pas la d'argent. baisse, beaucoup moins d'argent. Après, j'avais un bon salaire au sein de la boîte, mais rien à voir avec les salaires européens. Toi, tu as quel âge là, à ce moment-là, quand tu arrives chez Gut? Quand j'arrive chez Gut, je viens de fêter 35 ans, quoi. Donc, quand tu arrives, tu as 35 ans. Donc là, tu en as Ouais, 36, en gros. exactement. Ouais. Enfin, Je un crois peu qu'on top. est à peu près de la même génération, Ouais. 84, quoi. 84 aussi. Ok. Du coup, tu te retrouves chez Gut, ils te confirment. C'est quoi quand tu parles d'argent, c'est quoi le salaire? Alors, le salaire, eux, très rapidement, ils me disent le côté positif en Argentine, c'est que tu es très vite millionnaire, quoi, mais en pesos. Donc, ça, c'est Donc, il y a un côté, tu as des gros chiffres. Le problème, si tu veux, c'est que c'est une économie qui est adossée sur un taux de change qui est assez volatile, avec une inflation hyper importante. Donc, quand je suis embauché, plus ou moins, je suis à l'équivalent de 2000, un peu moins de 2000 dollars par mois. Dollars quoi? Et Américain? aujourd'hui, mon salaire, dollars américains, ouais. Donc, c'est des petits salaires. Ouais. Ça Mais dépend du coût de la vie après. avec un 2000 dollars en Argentine, tu vis mieux qu'à Paris, quoi. Oui, ça dépend du Donc, loyer. après, aujourd'hui, mon salaire représente plus 1300 dollars que 2000 dollars avec Pour le taux de l'inflation change. Mais ça, c'est pour le taux de change parce que Exactement. mais ça change le coût de la vie quand tu achètes un sac de 1 kilo de tomates? Non, pas directement. Non. Non, ça Tu as une change économie si tu veux voyager à l'étranger, tu veux en fait. voyager, c'est ça, ouais. Tant que tu Exactement. restes sur place, globalement, tu as à peu près le même niveau de revenu. Après, en fonction du taux de À change, peu près, effectivement, ouais. tu perds plus ou tu peux gagner si Exactement. ça prend la tendance inverse. Exactement. C'est quoi le loyer pour se rendre compte du coût de la vie? Moi, là, aujourd'hui, je vis dans un 2 pièces, c'est un 60 mètres carrés dans le quartier un peu type Le Marais, le 9e Marais, tu vois, on va dire 18e. Ça me coûte 23 000 pesos. Le salaire est de 120 000 pesos dans les grandes lignes. Tu vois. Alors, ça te coûte Donc, ça un fait un sixième? cinquième, quoi. Un peu plus Cinquième. un peu plus d'un cinquième, quoi. Ouais, D'accord. Donc, à peu près plus ou moins, on va dire 400 €, c'est 400 dollars. Enfin, si ouais. on est. Après, ce qu'il faut imaginer, c'est que tous les appartements ou petits immeubles à Buenos Aires sont équipés de barbecue avec des piscines. Tu as plein de commodities qui sont assez agréables, qui rendent le quotidien assez confortable. D'accord. Et j'imagine que derrière, la bouffe coûte mange pas très cher. Non, La non, non. vie coûte pas très cher. La vie coûte pas très, très cher. D'accord. Ok. Et Après, ce qui est très compliqué, si tu veux, c'est que autant tu améliores vraiment ton cadre de vie, ton quotidien, autant si tu veux voyager à l'étranger, ça devient très compliqué, quoi. ouais. C'est C'est quoi le dilemme. tu disais, ouais, effectivement. Tu disais l'agence a été fermée début mars comme toutes les agences des gens que j'ai interviewés en expat, à l'étranger. Alors, Il n'y a pas une nous agence qui a repris, mais à Buenos Aires, l'agence a été un peu la première des agences sud-américaines à fermer, à anticiper. Je pense que c'est dû aussi que l'agence a des agences qui sont implantées au Brésil, aux États-Unis, à Mexico et aujourd'hui à Toronto. Et donc, très vite, ils ont compris que ça allait être quelque chose de gros et qu'il fallait anticiper, qu'il fallait prendre des mesures ils ont une un politique peu internationale, quoi. restrictives. Ouais, exactement, ouais.
Donc, D'accord. ça nous a fait prendre de l'avance. Je crois que le pays a commencé son confinement plutôt aux alentours du 23 mars. Oui, enfin, globalement, c'est Après, le nous, même mois, quoi. on a eu en Argentine le confinement le plus long du monde. On a eu 6 mois de confinement, 3 mois qui ont été assez stricts, où tu n'avais pas le droit de bouger de plus d'1 kilomètre de ta zone de résidence. Non. Et 3 mois après, où tu avais un peu plus de liberté, mais quand même avec les restaurants et les bars fermés quand même. Et ça a eu un effet positif maintenant que c'est Non, fini, là? très peu, parce que en fait, autant toute la population, on va dire middle class et upper class, bah, a pu respecter le confinement, mais toute la population un peu plus pauvre n'a pas trop respecté le confinement, et en fait, ça s'est contagié d'une Ouais, ça manière un n'a pas peu changé. Ils n'ont pas pu, sans par contrôle. Ouais. Ils n'ont pas réussi à le contrôler leur vraiment. type Ouais. de vie, ils ne pouvaient pas se permettre de pas bouger, pas bosser, quoi. Non, Ils étaient contraints exactement. Ouais. d'échanger. Et du coup, là, c'est quoi là, on est en janvier 2021. Là, c'est quoi le contexte? C'est-à-dire que Ouais. vous êtes pas confinés, il y a des masques? Euh, Heu, Alors, masque obligatoire, et je pense que ça, c'est depuis le 13 mars 2020. Non, là, on est je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en distanciation sociale, c'est-à-dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans une limite d'un certain nombre de personnes. Tu peux aller au restaurant, les bars, les plages et compagnie sont tout ouverts, les piscines aussi. Après, là, ils commencent à dire que d'ici mi-février, ils vont ils vont commencer à resserrer. resserrer un peu la vis. Et toi, c'est Surtout que la vaccination n'a pas encore vraiment commencé. C'est un peu opaque pour le moment. ouais. On n'a pas Et trop de toi, ça t'a visibilité. pas fait peur, tout ça? Tu t'es pas dit en mars-avril, hop, 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 rapatriement sanitaire, je rentre en France et on avisera après? Je l'ai pensé beaucoup. À ce moment-là, moi, j'étais encore en couple. Donc, je trouvais ça assez amusant de rester en Argentine. Je pensais en plus que ça allait pas durer autant de temps, je t'avoue. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde, on se dit ça va durer 3 mois, 6 mois. Et après, surtout, j'ai reçu quand même pas mal de messages de ma direction en me disant voilà, si tu as besoin de rentrer en France, de télétravailler depuis la France, c'est possible. Mais je commençais à avoir ma petite vie à Buenos Aires, donc non, je suis resté un peu patient, quoi. OK. Tu disais, je suis en couple, c'était pas un couple avec lequel, tu es parti de Paris? Tu Non, as non, eu un non, couple non. sur Quand je place, suis mais quand tu parti, es parti, tu étais ouais, célibataire? je suis parti et j'étais célibataire, célibataire sans enfant et Ça sans facilite un peu propriété. les prises de Complètement, ouais. de Complètement, ouais. décision. OK. Tu parlais tout à l'heure des agences que tu avais vues, à Buenos Aires. C'est quoi les agences d'Argentine? J'imagine globalement que ça se résume à Buenos Aires, mais pas sûr. Le monde de la publicité argentin. Et c'est principalement, alors il y a quelques petites agences qui se trouvent, je crois, à Mendoza, mais elles sont très petites. Le cœur des agences, ouais, se trouve à Buenos Aires. La plus grande et la plus célèbre étant David, qui est un peu le creative shop de l'agence Ogilvy, qui avait été créé par Anselmo Ramos et Gaston Biggio en 2015, je crois, 2014, qui avait la marque Burger King, qui ont fait un peu toutes les grandes pubs sociétales des dernières années. Après, tu as pas mal de shop, des agences indépendantes comme la Comunidad, Santo, Ponte, qui sont des petites agences créées par des grands créatifs argentins. Et après, tu as des agences qui sont des creative shops, mais adossées à des gros groupes comme Mercado McCann, qui est Martin Mercado qui a créé l'agence pour McCann. Tu avais Del Campo Sachi, qui était créé par Pablo Del Campo, qui était dans les années 2010 la plus grande agence en Argentine. Et après, tu as le groupe Grey, qui est la plus grosse agence en Amérique du Sud. OK. Et du coup, toi et ta Gut, maintenant, Et aujourd'hui, Gut, ouais. Mais Gut, c'est une agence qui a 2 ans d'existence, quoi, qui est assez jeune. bien sûr. Gut, ils ont plusieurs agences. Aujourd'hui, Gut, en fait, dès le début, ils ont un peu répliqué la formule de David. Ils se sont installés à Miami, Sao Paulo et Buenos Aires. Et D'accord, c'est quand aujourd'hui, ils même sont beaucoup également à Mexico City. Très rapidement, ils ont fait les 3 agences, en fait. ouais, mais c'est quand même beaucoup, l'Amérique, du sud, du nord et sud du nord, quoi. L'Amérique, Région, c'est quoi. l'Amérique. Et aujourd'hui, on est à Mexico City et Toronto.
Ah, il y a Toronto. Non, mais je veux dire, s'il n'y a pas New York ou c'est quand même beaucoup le Non, sud. non, 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 Tu non. vois, Los Angeles, ça reste quand même très bas et toutes les autres. Et pas en Ouais. Europe du tout. Pas encore. Mmh. Pas encore. Je sais qu'ils ont le projet, qu'ils en parlent. Il y a quelques créatifs européens dans les Contacté. 3 agences. Je sais qu'on s'écrit régulièrement en se disant que ça On va serait bien de tous la créer aller le plus vite faire possible. l'agence à Amsterdam, hein, en général, c'est là où ça s'ouvre en premier quand même, maintenant qu'il y a le Brexit. Ouais, je sais pas, il parlait plus de Ou, l'Italie ou voilà, ou les pays en. Espagne ou Berlin même, À il Berlin, disait tiens. quoi. Ah ouais, je savais pas Ouais, partir à Berlin. OK, moi non très plus. bien. Et comment ça se passe? Du coup, j'imagine que c'est une agence internationale, donc vous êtes, un peu tous les profils, mais est-ce qu'il y a une culture, espagnole? Toi, du coup, tu parlais pas espagnol avant d'arriver? Alors moi, ça a été un peu la bonne et la mauvaise surprise. Je m'attendais à ce que ça soit chez Grey, une agence internationale, donc d'avoir que des sujets en anglais. La réalité, c'est que 95% des sujets que j'avais, c'était en espagnol. Donc les 3 premiers mois, je vais pas te mentir, c'était un peu rock'n'roll parce que j'avais quelques bases d'espagnol du collège, lycée, et ça se résumait à mes profs d'espagnol du collège-lycée, quoi. Donc, j'avais fait quelques Génial. vacances Tu avais la à sonorité? Barcelone et Madrid, mais j'avais pas grand-chose ça. Et surtout, je suis pas très doué sur les prononciations et sur les langues. Donc, Ah non, alors, c'était très rock'n'roll. Mais je t'avoue que les gens, ils ont un peu une mentalité américaine, c'est-à-dire qu'ils te corrigent pas beaucoup, ils sont très tolérants, ouais. ils font beaucoup d'efforts d'essayer de te comprendre. Ouais, ils disent Tu peux bravo de aussi déjà suivre. parler une autre langue, quoi. Ouais, je t'avoue qu'ils sont assez admiratifs aussi de voir un Français, un Européen qui sort de sa zone de confort et qui vient se confronter à ce que eux appellent le tiers-monde, tu vois. Donc, Ouais. eux, ils considèrent que l'Europe, c'est le premier monde et qu'eux sont un peu à la traîne. Donc, je t'avoue que les 3 premiers mois, les premières questions que je recevais, c'était mais qu'est-ce que tu fais là, quoi. Ouais, hem, Mais c'est une langue qui est assez facile à apprendre, je ne vais pas te mentir, qui est assez rapide. Tu prends vite tes marques. donc là, Tu maintenant, prends tu vite tes parles marques. couramment espagnol au sens où tu peux tenir une conversation? Maintenant, je parle couramment espagnol. Je commence même à écrire. En J'écris espagnol? des manifestos en espagnol maintenant. Donc, Si, je commence. Après, je t'avoue qu'ils me corrigent toujours et bien sûr. ils aiment bien me Non. corriger surtout. Du coup, en interne. Ouais. OK. Est-ce que du coup, au-delà de maintenant de parler un peu espagnol, tu vois des différences de fonctionnement dans le travail? Même si c'est une agence internationale, c'est comme une agence très, espagnole au sens, même Argentine. En Argentine, on parle espagnol, mais on va dire le domaine espagnol. Heu, Dans le rapport aux idées, aux clients, à la diplomatie des réunions, qu'est-ce que tu vois comme différence entre la France et l'Argentine? Je pense qu'il y a la plus grosse différence, c'est les moyens, les budgets. C'est-à-dire que quoi, il faut diviser par 10 tous les budgets que tu as en France, qu'on a en France. Ce sont à peu près les budgets de production qu'on a. Donc, ça t'oblige vachement à trouver des solutions un peu système D, de trouver. Il y a beaucoup de promos aussi, vu que l'économie est un peu instable. On te demande beaucoup de trouver des promos un peu malines. Donc, ça change beaucoup ta manière d'aborder les briefs, quoi. Tu cherches moins une écriture de marque aspirationnelle, mais beaucoup plus trouver un petit insight consommateur, un petit insight promo. Et après, tu fais ce qu'ils appellent des chistes, c'est des petites blagues autour de cette idée-là, quoi. D'accord, Beaucoup la culture du jeu de mots aussi, qui n'est pas désagréable, mais il faut s'y habituer, quoi. OK. Et dans Et le, après, à niveau international, l'agence elle se positionne un peu en mode un peu comme Buzzman, je dirais, ou Rosa Parks, c'est-à-dire trouver des idées malines, pas très très chères à produire et qui se produisent assez rapidement aussi. d'accord. Et dans le Voilà. rapport, humain, créatif, tu as un truc, de, je sais que par exemple, dans les pays anglais ou même, enfin, aux États-Unis ou à Londres, mais c'est aussi à l'international, tu as cette, diplomatie de on ne donne pas trop son avis, on ne critique pas, c'est très français, le franc-parler et on est beaucoup dans la politesse
et à un point qui est limite de la non-efficacité, enfin, dans les sujets relevés par Mhm. les autres interviewés. Est-ce que tu as ce truc-là ou c'est beaucoup plus franc parce que plus latin? Je dirais pas plus franc parce que c'est vrai que moi, ça m'aime l'esprit français un peu râleur qui donne son avis sur tout. Tu l'as un peu moins, ça. Je crois que ça cherche surtout de l'efficacité, c'est-à-dire pas se poser trop de questions, produire, réaliser et passer à un sujet après, quoi. Donc, ça se pose un peu moins de questions, je dirais. Et D'accord. plutôt comment on produit, comment on la réalise du mieux possible et basta, quoi. Ok. Donc, il n'y a Les pas des Sud- réunions interminables, hein. C'est des réunions de 30 minutes, 1 heure. Chacun donne son avis, ça va vite et on passe à autre chose. les Sud-Américains, ils ont une réputation, ou du moins moi c'est l'image que j'en ai, d'être très bons en craft, en print, ou du moins c'est avec Cannes et les Brésiliens qui a eu vraiment ils ont placé vraiment le Brésil sur la carte des prix internationaux. Et j'ai l'impression de ce que je discute qu'il y a une grosse diaspora sud-américaine dans les agences internationales parce que cette compétence-là. Et que bah après, plus les créas avancent, plus ils grandissent, plus ils sont directeurs de création, plus ils font venir des créatifs issus de leur pays, etc. Et du coup, ça renouvelle un peu le pool de Sud-Américains. Est-ce que tu as sur place, tu as ce sentiment-là, effectivement, qu'il y a une, une, une envie de faire propre, joli, crafté, ou c'est très propre au prix? Un peu des deux. Je pense que c'est aussi l'école de la débrouille dont le craft, pour moi, c'est un peu le côté se mettre devant l'ordinateur, faire des essais, essayer de rendre une idée assez simple, la plus jolie possible. Donc, il y a un peu cette culture-là parce que c'est l'école de la débrouille. Tout le monde met les mains dans le cambouis, tout le monde essaye de produire du mieux possible avec les peu de moyens qu'ils ont. Après, je t'avoue que moi, j'ai assez surpris sur la qualité des présentations. C'est-à-dire que ça va chercher des références visuelles, ça intègre des gifs. C'est des présentations qui sont assez animées et assez craftées en termes de typo, de mise en page. Tout est assez soigné. Ils apportent beaucoup de temps là-dessus. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de temps à trouver l'idée au départ et après, ils mettent beaucoup de temps aussi À développer? à la fignoler, quoi. Ouais, à la fignoler, à la rendre la plus esthétique possible. Donc, Ok. c'est un soin qu'ils y apportent. Ouais. Si on veut voir un peu des productions, il y a quoi comme festival un peu connu là-bas qu'on peut regarder les prix de l'année, Alors, etc. il y a deux médias qui TGS CB News. C'est Dossier Net, qui est à peu près l'équivalent de Stratégie Ad Latina, qui est l'équivalent de B-News. Des prix, le Circulo Creativo Argentino, qui est un prix qui s'appelle Los Dientes, qui sont les dents du club des AD français. Qui Ah, je s'appelle te capte. Ojo Iberico. Et par contre, ça coupe. Ça coupe un peu, ouais, mais le son est à peu près fluide. C'est l'image qui coupe vraiment, mais des fois, ça saute un peu. On en était à Oro. Ojo Iberico. Et qui est, par contre, ça, c'est un prix qui est plutôt de toute l'Amérique du Sud. D'accord. Donc, Colombie, Pérou, Argentine, Brésil, qui sont les 4 pays les plus importants. D'accord. Est-ce que le Brésil est très loin devant ou c'est équivalent à l'Argentine au niveau publicitaire? Non, le Brésil est un peu devant encore. Il est encore devant. Bah, Et ce ça, qu'il faut voir, c'est que le Brésil, c'est quasiment 300 millions d'habitants et l'Argentine, c'est 45 millions. Donc, rien que sur le volume de publicité, tout est il plus petit, nous, forcément. il nous dépasse, quoi. En fait, c'est compliqué. Je pense que c'est même à un niveau international. Quand tu regardes la production à Cannes, les États-Unis, l'Angleterre dépassent en termes de production, de volume, tous les autres pays. Donc, c'est normal qu'à la fin, ils gagnent plus de prix, quoi. Ouais, pourtant, l'Angleterre, ils sont pas 300 millions. Mais après, il y a aussi une Ouais, mais économie. ils font la publicité de beaucoup plus de pays, en fait, l'Angleterre, quoi. Et ça reste une Oui, plateforme. c'est un Ça, hub anglais. un hub, ouais, qui fait de la publicité pour d'autres pays, quoi. Donc, Oui, le marché est plus grand que le la marché est plus population, grand, ouais. ce qui est pas le cas pour la France, entre guillemets. Exactement, ouais. Ok. Buenos Aires, c'est gros. Tu disais l'Argentine, c'est 40 millions ou 60. Buenos Aires, c'est quoi comme taille Ouais. de ville, tu sais?
Buenos Aires, c'est quasiment un peu moins de 8, ouais, c'est entre 8 et 10 millions d'habitants, je crois. Ah oui, c'est une grosse ville. Donc, c'est une grosse concentration d'habitants et ouais, elle doit faire 10 fois Paris ou 15 fois Paris, quoi. J'ai toujours entendu que Buenos Aires, c'était l'une des destinations de tournage dès qu'on voulait avoir un peu de soleil dans les films de pub. Du coup, est-ce que tu vois constamment des tournages européens, américains Ça s'est un peu calmé. Bon, déjà, je pense qu'avec la crise sanitaire, il faut faire une croix là-dessus. Mais là, je crois que c'était surtout, il y avait une grosse compète entre l'Afrique du Sud de Buenos Aires? Ouais. et l'Argentine. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde va en Afrique du Sud. L'avantage, pardon, de l'Argentine, c'était le casting parce que c'est vrai que c'est un pays qui tire sa population de l'immigration des années 1850-1900. Donc, tu as un vrai mélange entre des Italiens, Espagnols, Français, Allemands. Et ça se voit vraiment dans la population. Tu as beaucoup moins une population sud-américaine comme tu peux l'avoir au Brésil, au Pérou ou au Colombie, quoi. D'accord. Et Ok. la ville, dans son architecture, tu as un quartier qui s'appelle Recoleta. C'est presque copié sur Paris ou sur Madrid, sur certaines villes. D'accord. C'est quoi le type de ville qu'est Buenos Aires au niveau de la sécurité? Est-ce que si par exemple tu es une fille, tu te sens sécure là-bas ou juste si tu es un étranger, est-ce que tu n'es pas pris pour un portefeuille vivant? C'est quoi ou un blanc, on va dire, européen? Non, quand je suis arrivé, c'était assez sécure. Là, ça l'est un peu moins parce qu'avec la crise sanitaire, la crise économique, il y a quand même un peu plus de vols. Après, tu te sens, enfin, moi, je me suis toujours senti plus en sécurité en Argentine qu'au Brésil, pour avoir voyagé dans les deux pays. Si tu restes dans les bons quartiers, il n'y a vraiment aucun risque, quoi. Ok. Tu dis, tu es allé au Brésil, ça t'intéressait pas du coup de trouver une place dans une agence au Brésil ou ça s'est pas fait parce qu'il n'y a pas eu Bah, l'opportunité? j'avais vraiment zéro base sur le portugais, donc ça me Ah paraissait oui, pas très facile au départ, quoi. c'était une écharde en plus. Alors que le chinois, tu étais fluent, quoi. Non, mais le Quand chinois, tu à Shanghai. l'avantage, c'est que j'y allais comme national. Donc, tu te Ah, dis que tu t'écrivais vraiment en anglais et après, c'est les équipes locales oui, tu qui étais sur implantent. t'étais sur de l'international où tu, de toute manière, allais bosser qu'en anglais. Ok. Ça coupe un peu, donc Exactement. je redis ce que tu as répondu. Merci. Euh, Pardon. ok. Là, c'est quoi ton objectif pour la suite? Tu te dis que tu passes quelques années là-bas ou tu dis l'année prochaine, je change ou tu as t'as une vision? Euh, pour le moment, pas vraiment. Je t'avoue que la crise sanitaire, encore une fois, elle te fait Tu mets perdre un tout peu en de stand-by? perspective. Ouais. Ouais, un peu. Je t'avoue que je suis bien là au sein de Gut. J'attends de voir aussi, tu vois, s'ils n'ont pas le projet de créer une structure en Europe, ce qui serait un peu la L'occasion. continuité logique, de revenir en Europe et de rester au sein du groupe. Non, là, l'objectif, c'est continuer à trouver des idées qui aient de la visibilité à l'international ou à niveau national. Terminer l'année et voir ce qui se passe. Je t'avoue, cette année, pas trop de plans, quoi. L'année dernière, j'en ai fait tellement qui n'ont pas abouti que cette année, on fait peu de plans et on essaye de voler à vue, quoi. T'es comment au niveau de la santé là-bas? Du coup, il y a un système de santé proche du français ou tu te fais une entorse, tu en as pour 2 000 $ comme les Américains? Non, alors moi, c'est des choses que j'ai négociées avec Gut, c'est d'avoir un encadrement santé prise, Équivalent. prise en charge équivalente. Ouais, si. D'accord. En fait, j'ai fait des concessions sur le salaire, sur le salaire d'expat pour avoir un salaire local, mais qui est un bon salaire local, Mhm. mais à condition que eux prennent en charge tout l'encadrement médical et l'encadrement de visa t'en bien aussi. C'est Enfin, quoi un salaire également de le décès visa. en Argentine? C'est combien? C'est 200 000 pesos. Donc, 200 000 ça pesos, fait c'est un peu 3 moins 000 de. dollars, quoi. C'est ça, ouais. À peu près. Ok. Et de Après, junior. tu peux vraiment pas comparer. Non, non, mais C'est c'est très pour compliqué de si comparer. quelqu'un vient et qui se. De junior, ah ouais. D'accord. De junior, ça serait plutôt du 50 000 pesos, 60 000 D'accord. pesos, Ok. qui est un Euh, peu moins de 1 000 dollars, quoi. hmm, ok. Mais enfin, en salaire local, on entend. Enfin, sans les. Après, l'expat, c'est des trucs à Ouais, négocier. ouais, bien sûr. Ouais.
Dernière question. Tu disais que tu étais allé dans les villes diverses, que tu avais contacté des gens en passant plus ou moins par le réseau français, mais tu faisais comment? C'est-à-dire que tu envoyais des messages sur Facebook aux contacts français en leur disant tu peux m'arranger une réunion? Ou parfois tu allais vraiment au fusil dans une Ouais, j'ai une réunion. un peu des deux. Je t'avoue que d'abord, je scannais un peu les campagnes qui étaient sorties au cours de l'année dans chaque pays. J'essayais de récupérer les noms des créatifs sur chaque campagne. J'ai envoyé un message sur Facebook ou LinkedIn en disant ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Je vais être dans ce pays-là à ces dates-là, quoi. Et bon, alors j'ai eu assez peu de réponses, je t'avoue, 20 à 30% de réponses, on va dire. Et après, je me suis rendu compte que le mieux, c'était quand même le premier jour de mon arrivée dans chaque pays. Je me baladais dans la ville, je toquais aux portes des agences, je disais que je voulais voir ce mec-là. Ce mec-là descendait. En général, il n'était pas dispo et je lui disais bah, aujourd'hui, demain ou après-demain, dis-moi si tu as une dispo. Et les mecs se libèrent assez facilement en fait. Oui, parce que tu es sur place, ils savent que tu attends, ils disent bon, je fais un effort, il est là, quoi. Il a reçu Tu un mail. es sur place, tu as fait le voyage, tu es là pour 3-4 jours, une semaine, un mois maximum. Et les mecs se disent que ça leur coûte pas grand-chose de prendre le temps, quoi. Ok. C'est ce que tu conseilles de faire pour des gens qui veulent aller bosser à l'étranger? Ça dépend aussi de ton agenda, quoi. Ça dépend de si tu es pressé de trouver. Moi, j'étais un peu dans entre année sabbatique et année d'exploration personnelle. Donc, ça s'y prêtait bien d'être sur place, de toquer aux portes. Ça m'obligeait aussi bah, d'améliorer un peu mon discours d'introduction à chaque fois. J'aimais bien. Après, ça dépend vraiment des natures. Moi, je n'ai pas vraiment froid aux yeux, donc j'aimais bien toquer aux portes, me prendre des portes, avoir les standardistes qui me disent non, passer par un couloir, faire croire que tu vas aux toilettes. Il y avait un petit côté un peu catch me if you can. Tu t'infiltres au sein de les boîtes, j'aimais bien, quoi. Tu as trouvé tu disais passer par les cours et les machins, tu as trouvé t'as une anecdote là-dessus, une astuce, un truc Non, qui a marché au mais final? Non, mais c'était drôle parce que quand je suis arrivé à Buenos Aires pour rencontrer Joaquim Cubria et Ignacio Ferioli, qui étaient les coprésidents, la nana du standard ne voulait pas me laisser les voir, quoi. Donc, je lui ai demandé d'aller aux toilettes et je suis passé devant leur bureau et je leur ai juste, tu vois, je leur ai juste fait bonjour en français. Ouais. Et les mecs, en fait, quand je suis retourné au standard, eux sont passés au standard et ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais là, quoi. Ouais, tu as eu Et l'opportunité de. l'un dans l'autre, 10 minutes après, j'avais un entretien, quoi. Ouais, comme quoi ça marche. Et je sais que j'avais fait un peu comme ça, moi, quand j'avais commencé mes stages à Paris. C'est que, tu vois, c'était en 2008-2007. Personne ne répondait trop aux mails. C'était compliqué. En plus, moi, à l'époque, j'étais encore en Suède. Donc, pour aller faire les entretiens, c'était compliqué. Donc, j'ai fait cette logique-là d'arriver dans le hall à 10 h du matin et dire je veux voir un créatif, quoi. Ouais. C'est une bonne méthode. Ouais, je suis d'accord. Je suis plutôt C'est une bonne de méthode cette parce que ça, démarche-là. tu te caches pas tu te caches pas derrière un mail, tu te caches pas derrière une formulation qui est un peu neutre et qui en fait révèle pas trop qui tu es. Et je pense que dans la publicité, il faut pas trop avoir peur de son ombre et je pense que la chance sourit aux audacieux, quoi. En tout cas, c'est ce que disait ma grand-mère. Écoute, je suis content de finir sur cette phrase-là. Je trouve que c'est bien. Éventuellement, j'ai après une dernière question, c'est est-ce qu'il y a un truc qui te manque? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui te manque de. Ouais, bah, le quotidien. Je pense que les journées sans problème, quoi. C'est-à-dire qu'en Argentine, tu es quand même faut être préparé à ce que chaque jour, tu aies un problème, quelque chose d'inattendu. Au sens civil ou au sens dans C'est un l'agence? peu l'école de dans la quotidien, quoi. C'est vraiment quotidien, quoi. C'est bah, l'internet qui marche plus, D'accord, le côté débrouillard. Ok. débrouillard, ouais. Tu es obligé quand même de te Tu peux, débrouiller au quotidien, quoi. tu peux pas trop te C'est pas une reposer journée. sur un système qui fonctionne Non, tout seul, quoi. non, non, non. Il y a ça et après bah, le quotidien, la famille, les amis. La vie d'expat, elle, quand même te demande beaucoup d'énergie au quotidien. Bah, pour essayer de te faire des cercles d'amis, il faut quoi, tu peux pas rester chez toi. Donc c'est quand même
un cercle qui est vertueux, mais qui te demande beaucoup d'énergie. Qui te demande Ouais. beaucoup d'énergie. Il y a un truc de bouffe qui te manque ou tu as tout ce que tu… J'avoue que j'ai de la chance en Argentine, c'est que c'est le pays de la viande, je suis carnivore, et c'est aussi le pays des véganes. Donc, en fait, tu as un bon équilibre. Après, T'as de tout, quoi. c'est un pays qui est quand même très chaleureux. Ils ont la culture de l'assado, c'est un peu le gros barbecue où tu invites 15 à 30 personnes et tu arrives à 13h et tu termines à 23h. Donc, c'est très propice pour se faire des amitiés, pour apprendre la culture, la langue. Non, franchement, je le recommande à tout le monde qui cherche une aventure, qui soit une aventure humaine, qui soit aussi quand même une culture de la publicité, parce que bon, on n'en a pas trop parlé, mais la, les plans créatifs aujourd'hui dans le monde, enfin, selon moi, il y en a beaucoup qui sont argentins, type Alberto Ponte, qui est chez Wieden et Kennedy Portland, qui s'occupe, qui est le ECD de Nike, qui fait toutes les pubs Nike depuis 10 ans, qui est argentin. Il y a Carlos Bachala, qui a créé une agence qui s'appelle New, qui est à Londres, qui avait fait aussi Madre, qui était l'équivalent de Moser, mais en Argentine. Tu avais les grands pontes de la publicité qui étaient Agusha et Bacchetti, qui avaient fait toutes les grandes pubs de… Je ne sais pas si tu te rappelles de cette pub, je crois que c'était pour Renault, où c'était un mec qui balayait devant… Galapa. 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 Bah voilà, c'était cette école-là de la publicité argentine. Donc, tous les mecs qui veulent un peu se marrer et regarder un peu de la publicité fraîche, l'Argentine, c'est pas mal. Ok, c'est une belle culture de la publicité. Ouais, je t'avoue que bon, y a des trucs très très bien qui se font en France, que ce soit Rosa Parks, Buzzman, Romance, toutes ces agences-là. Mais je trouve on a un peu perdu tout ce qui était les blagues un peu potaches, les situations un peu comiques, risibles. Et en Argentine ou en Amérique du Sud, tu le retrouves un petit peu ça. On n'est pas au niveau des pubs thaïlandaises qui sont loufoques, avec des nanas qui retirent leur tête et qui ont une bouteille de coca et des mecs qui ont des verres dans le dos. La Mais dernière qui vient de sortir. ouais, tu retrouves des choses qui sont assez amusantes et assez fraîches. Ok, très bien. Bah, merci Thomas pour toutes ces Merci informations. beaucoup pour l'invitation, Grégory. J'espère que ça va donner l'envie à certains de me rejoindre. Bah, ils te Et si contacteront. certains ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Ça roule. Il est quelle, si tu m'as pas dit, il est quelle heure là? Toi, t'es au petit-déj ou c'est quoi le décalage horaire? Là, il est 10h44. Je suis à mon 3e café et on va attaquer la journée. Oui, bah, quand même, tu as quelques heures d'avance Exactement. Ouais. ou de recul, ça dépend. Merci Thomas. Salut. Merci beaucoup, Grégory. À bientôt.